Bienvenue dans ce nouveau live de la fête de l'aviation. Très heureux de vous retrouver en cette fin d'après-midi pour clôturer cette première journée de conférences et de débats. Alors, je vous en parlais un petit peu ce matin, mais crise sanitaire oblige, une grande partie des salons étudiants étaient fermés en 2020 et en 2021. Et cette année, on a particulièrement à cœur de présenter les carrières du monde de l'aérien. Alors pour terminer cette journée, nous allons parler d'un métier que nous identifions tous quand nous prenons l'avion, c'est celui d'hôtesse et de steward. Mais c'est un métier que finalement nous connaissons très peu. D'ailleurs, le terme le plus approprié étant celui de PNC. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois aujourd'hui Pierre Buffet. Rebonjour Pierre. Bonjour Jean-François, rebonjour. Alors Pierre, tu es notre intervenant aux multiples casquettes puisque on te connaît réserviste dans la Marine nationale, mais tu étais aussi steward dans une autre vie et puis aujourd'hui tu es formateur de steward. Absolument, oui, on a plusieurs carrières dans le métier de steward et le métier de steward, c'est un domaine d'hôtesse de l'air. Et on va voir que les gens qui sont dans ce métier-là ont des particularités, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Alors Pierre, ma première question, elle est relativement simple. Pourquoi as-tu fait le choix de devenir steward alors que très souvent les plus jeunes veulent devenir par exemple pilote ou ingénieur? Et puis c'est vrai que le métier de steward pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu la personne qui sert les cafés dans l'avion alors qu'en fait c'est une fonction beaucoup plus large. Alors oui, heureusement, c'est l'aspect le plus apparent et tant mieux. Ça veut dire que ça correspond tout à fait à ce que je disais ce matin. 3,5 milliards de passagers en 2018, 3,5 milliards de passagers transportés, zéro accident, zéro. Donc forcément, comme il n'y a pas d'accident, le steward et l'hôtesse continuent d'être en apparence des serveurs de jus d'orange et de café ou de repas, alors qu'au fond, ils sont l'œil, les yeux, les oreilles, le nez de commandant de bord, et donc ils rapportent tout ce qui se passe derrière et ils servent de petites mains à ce que le commandant de bord devrait faire à l'arrière lorsqu'il n'est pas au pilotage. C'est donc un travail de délégation et un travail de délégation pour la sécurité et le sauvetage. Et quand on parle de sécurité et sauvetage, eh bien, dès qu'il y a des turbulences ou des moments où la situation est peut-être un peu tendue, le regard des passagers se dirige directement vers les hôtesses et les stewards en disant, puisque vous êtes en uniforme et que vous êtes navigant, on vous regarde autrement, aidez-nous. Et les stewards et les hôtesses savent aider, que ce soit pour un massage cardiaque, une hémorragie interne ou externe, que ce soit pour des éléments psychomoteurs, que ce soit également pour du confort, tout simplement. Donc, on est capable de faire énormément de choses et c'est pour ça que le métier d'hôtesse et de steward, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est pas faire comme les autres et puis c'est rester aussi dans l'ombre, souvent. Alors, tu as parlé du lien que les PNC avaient donc avec les PNT, c'est-à-dire les pilotes et les copilotes. Si je comprends bien, c'est réellement un travail main dans la main, à la fois avec les pilotes dans le poste de pilotage et les stewards en cabine. Oui, c'est un travail d'équipe. Du reste, tu l'as évoqué tout à l'heure avant que nous commencions la conférence, parce que toi aussi, tu es issu de l'aviation, toi aussi, tu maîtrises bien ce domaine-là, et c'est même pour ça qu'on est content de t'avoir à nos côtés. Le monde de l'aviation est une affaire d'équipe. On n'est jamais tout seul, mais on peut travailler tout seul, alors que non, on ne l'est pas. On est en lien, nous les hôtesses et les stewards, nous sommes en lien avec le chef de la pyramide, on va dire la tête de la pyramide, qui est le commandant de bord et qui est l'homme qui doit tout savoir et qui doit tout connaître. Il doit tout connaître pour prendre les bonnes décisions pour que la mission puisse aboutir de transporter du point A au point B en confort et en sécurité les biens et les personnes qui lui ont été confiés. Et quand on est steward, eh bien, on est de l'autre côté de la cloison du poste de pilotage et donc on a un accès, nous, dans une cabine avec, par tranche d'hôtesse de l'air et de steward, 50 humains qui nous sont confiés. Et donc, ces humains qui nous sont confiés, ils sont confiés aussi bien pour le confort que pour la sécurité et, on l'a dit, pour le sauvetage. Mais ils sont également les interlocuteurs entre les agents au sol, le commandant de bord. Parce que lorsqu'il y a des documents à transmettre, lorsqu'il y a des informations à transmettre, lorsqu'il y a des évacuations à faire ou des embarquements à faire et des débarquements normaux,
eh bien, nous sommes la main armée du commandant de bord et nous appliquons des procédures qui sont déjà établies. Et si elles ne le sont pas ou si on veut en sortir, eh bien, c'est toujours en dialogue avec le commandant de bord et son accord qu'on va agir à bord de l'avion ou permettre d'agir à l'extérieur de l'avion. Le commandant de bord, par définition, est le chef de la conduite de l'avion. Et également, en cabine, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on trouve un ou plusieurs chefs de cabine qui a sous ses ordres plusieurs stewards. Alors oui, il y a une pyramide, comme je le disais, en haut de laquelle il y a le commandant de bord. Le copilote, c'est le commandant de bord en second. Imaginons que le commandant de bord soit inopérant, pour X raisons, c'est le copilote qui devient le commandant de bord. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux les représentants d'une compagnie aérienne dans une micro-entreprise qui se déplace sur la planète. Ils sont donc le délégué du PDG. Ils sont eux-mêmes PDG par intérim. Et donc, ils ont à rendre compte de toutes les dépenses financières, de toutes les actions commerciales ou toutes les actions d'exploitation qu'ils vont devoir réaliser. Ils peuvent très bien, en cours de vol, décider de se poser en urgence parce qu'ils ont un souci technique, parce qu'ils ont à l'arrière de l'avion une difficulté de relationnel de passagers, parce qu'ils ont une annonce qui leur est faite par le contrôle aérien les enjoignant de se poser parce qu'il y a une alerte au sol qui a été envoyée. Bref, ils prennent toutes les décisions et dès lors qu'ils prennent une décision, ils engagent financièrement l'entreprise. Ils engagent également commercialement l'entreprise. Quand on déroute, on va emmener des passagers dans un hôtel, ça va coûter une fortune, mais également les passagers seront mécontents. Ils auront peut-être même loupé leur correspondance. Et puis, il va engager également le personnel, puisqu'il va engager l'emploi du temps. Ce qui veut dire qu'il a une implication sur l'exploitation, sur le RH, sur le finance et sur la représentation commerciale de l'entreprise. Ça veut dire qu'il couvre vraiment tous les domaines. Il est donc le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, le directeur d'exploitation et le directeur financier. Il est donc le PDG en second de l'entreprise. Et nous, derrière, nous sommes une équipe qui allons l'épauler et l'aider. Et lui va peut-être même s'appuyer sur nous. Ce qui fait que dans cette pyramide, on n'a pas une pyramide verticale, on a pratiquement horizontale. Ce qu'on appelle le gradient d'autorité, c'est l'écart qu'il y a entre un autoritarisme et un autoritaire ou un supérieur. À savoir qu'il y a des gens dans les bureaux qui laissent les portes ouvertes et quand on peut rentrer dans le bureau du PDG en frappant à la porte et qu'ils vous disent oui, et on lui dit est-ce que je peux quelques minutes, je vous en prie, asseyez-vous. On a toujours cette représentation du PDG, mais on a une accessibilité qui est facile. Et ce qui veut dire que la communication est aisée. Et dès lors qu'on a un gradient d'autorité qui est faible entre chaque strate de la hiérarchie, la communication se passe bien et on a un équipage qui est absolument performant. Et les passagers s'en rendent compte parce qu'ils sentent à bord qu'il y a une très bonne ambiance, que les gens sont professionnels, mais qu'en même temps, ils sont très ouverts et très communicants. Et donc, le commandant de bord, le copilote, le chef de cabine principal, qui est le big boss de toute la cabine à l'arrière, et lui-même a des chefs de cabine qui, par tranche dans l'avion, dans un Airbus A380 par exemple, il y a un pont supérieur, un pont inférieur, et bien par tranche de 50 passagers, on aura un PNC qui sera sous la responsabilité d'un chef de cabine pour un volume de 150. Et puis, 3 chefs de cabine ou 4 chefs de cabine, et puis des PNC, et donc on peut avoir un équipage de 15 à 18 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont pour particularité de ne jamais peut-être se rencontrer au cours de leur carrière, ou peut-être de retravailler ensemble à 3 ou 4 fois, ce qui est assez exceptionnel, parce que quand on est 1400 ou 14 000 PNC, eh bien forcément, on n'est pas forcé de se rencontrer, parce que le hasard de jeu des programmations fait qu'il est extrêmement rare de retrouver un collègue dans un avion. C'est pour ça que tout le monde a un standard de travail, a une même façon de penser, une même façon de communiquer, et c'est ce qui fait que l'ensemble d'une compagnie aérienne va bien fonctionner et qu'on amène à ce qu'il y ait 0 accident. Je continue. Alors, ce que l'on rencontre là, on le rencontre au sol. On le rencontre également pour le personnel au sol qui accueille les passagers à bord de l'aérogare, qui vont ensuite emmener les passagers dans l'avion, qui vont entretenir l'avion, les mécaniciens. Les contrôleurs aériens également ont ce même souci de hiérarchie avec un degré de hiérarchie qui est extrêmement faible, mais qui est quand même présent et qui fait que ces communications fonctionnent dans tous les services.
Alors Pierre, on comprend un petit peu mieux les tâches de chacun, entre les simples stewards, mais également les chefs de cabine. Alors naturellement, je me posais la question de savoir quel est le quotidien d'un steward. On imagine beaucoup dans l'imaginaire collectif le matin être à Paris, l'après-midi être à Berlin et peut-être le soir être à Londres, mais finalement, on pourrait prendre l'exemple d'une journée type d'un PNC. Quelle est cette journée? Comment est découpée peut-être aussi cette journée? Alors, on va séparer deux choses. On va séparer le court courrier, qui est donc du vol, par exemple, domestique, c'est-à-dire donc au sein même de la France, voire international, mais proche, c'est-à-dire un Paris-Berlin ou un Paris-Milan ou un Paris-Ljubljana. Et donc, on a ce qu'on appelle le moyen courrier, et puis on a le long courrier qui va nous emmener intercontinental, et donc traverser les océans ou traverser les continents. On n'a pas du tout le même rythme les uns et les autres parce qu'on n'a pas les mêmes effets. Lorsqu'on est en domestique French Airlines, quand on est à l'intérieur de notre territoire, le matin, on va décoller aux alentours de 6h30, 7h, parce que c'est l'heure à laquelle les passagers vont embarquer. On arrive à 8h, 8h, 8h15 à Paris. Et donc, à 9h, on est dans les bureaux à Paris. On attend les passagers qui, eux, viennent de Paris, on les ramène en province et on a fini notre matinée. On a un temps de repos. Ensuite, on va repartir vers 11 heures pour pouvoir récupérer les passagers du midi, faire un aller-retour. Et puis, on s'arrêtera sur les coups des 15 heures. Donc, on a fait une journée et ça, on va le faire 4 fois dans la semaine. Et après 4 fois, eh bien, on aura un 48 heures de repos ou un 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Quand on est en moyen courrier, les rotations, ce qu'on appelle des rotations, ce sont des vacations qui vont être faites sur des temps toujours établis sur une journée, en 4, 5 ou 6 jours, c'est le grand maximum, et derrière, il y a des temps de repos réglementaires. On ne peut pas enchaîner comme nous le faisions il y a encore 40 ans, on enchaînait les vols les uns derrière les autres, et on arrivait à des heures de vol de fou, puisque des fois on atteignait jusqu'à les 800 heures dans l'année. Parce que on adorait ça et dès qu'on nous demandait de voler, on y allait. Aujourd'hui, on est limité en heures de vol, on est limité en espace-temps et on se doit à cette réglementation pour être totalement performant physiquement. Et quand on fait du long courrier, alors là, on part pour plusieurs jours. Un Rio, par exemple, Paris-Rio, la personne va se poser, elle va arriver vers 13 heures à peu près, elle va rester jusqu'au lendemain et elle décollera vers les 10 heures du matin, 10-11 heures. Et là, elle va redécoller pour la France ou alors elle va rester 24 heures sur place. Tout dépendra des négociations qui auront eu lieu entre on va dire les représentants du personnel et la direction. Et donc, il y aura des négociations qui font que plus on vole, plus on est rentable, et plus les avions volent, et plus ils sont rentables. Et donc, cela permet d'avoir des prix de billets les moins chers, les moins élevés. Donc, moins on est longtemps sur place, mieux on est intéressant pour l'entreprise. Et quand on reste 24 heures sur place, c'est assez exceptionnel. Enfin, c'est le courant, mais 48 heures, c'est exceptionnel. Alors 72 heures, n'en parlons pas. Il n'empêche que de temps en temps, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, le monde de l'aviation est un monde du transport. Il n'est plus le monde du voyage que nous avions dans les années 80 et qui est encore un peu l'état d'esprit que le passager peut avoir. Et donc, nous sommes du personnel qui sommes dans le transport aérien. On ne parle plus du reste d'hommes d'affaires. On parle de gens qui voyagent pour affaires, ce qui n'a plus rien à voir. Et à partir de là, on va donner du confort aux passagers. C'est ce qui est fait par les constructeurs, par les compagnies aériennes. On se rend compte que la clientèle, parce qu'on ne parle plus de passagers, on parle de clientèle. Et cette clientèle, eh bien, elle a besoin de partir du point A au point B en toute sécurité et confort, on l'a dit tout à l'heure, et d'arriver reposé. C'est pour ça que les industriels se sont mis à créer des filtres, notamment à particules pour l'ozone, parce qu'on sait que l'ozone fatigue l'organisme, et comme on vole à 10-12 000 mètres d'altitude, on rencontre de l'ozone. D'avoir ces filtres à ozone, eh bien, on est frais et dispo. D'avoir de l'espace entre les sièges également. Et puis, on a d'autres vols qui sont les vols charters, et ça, c'est le 4e volet de notre métier. Le charter, c'est le plus rapidement possible, en emmenant le plus de passagers possible dans un confort minimum. On a donc des passagers qui ne demandent même plus à voyager, on a des gens qui demandent à se déplacer, ce qui est différent.
Et donc, ils vont se déplacer pour un voyage, ils ont une petite sacoche, ils partent et ils vont dans les îles ou ailleurs ou rencontrer de la famille. Et là, le steward et l'hôtesse, c'est quelqu'un qui est là toujours pour la sécurité, quels que soient les types d'avions, quelles que soient les compagnies aériennes, quelles que soient les longueurs de vol. Ils sont là d'abord pour la sécurité. Et puis, parallèlement, eh bien, ils vont rendre commercial le vol à l'intérieur en vendant une boisson, en vendant un emplacement pour un bagage, en vendant une place à l'avant ou à l'arrière de l'avion qui sera plus confortable. Et donc, ils vont être un élément de rentabilité de l'entreprise direct auprès du client. Voilà. Donc, le monde de l'aviation aujourd'hui, c'est un monde qui est un monde de déplacement où on recherche la rentabilité, y compris pour les exploitants de compagnies aériennes. C'est pour ça que les fabricants comme Airbus, comme Boeing, comme Dassault fabriquent des engins qui sont de plus en plus légers pour pouvoir mettre de plus en plus de masse humaine à bord. Et les sièges qui étaient avant à 50-60 kg le siège, aujourd'hui on a entre 12 et 15 kg pour un siège passager. Il est aussi résistant, voire même peut-être plus qu'avant, mais en tout cas il est plus léger. Et donc toute cette technologie embarquée, les industriels la mettent. Il n'empêche que les humains restent des humains et les humains ont besoin encore d'avoir des hôtesses et des stewards, non seulement pour les rassurer, mais également un peu pour les câliner. Pierre, on a compris que être steward ou hôtesse de l'air, bien sûr, c'est être polyvalent, c'est savoir bien sûr s'adapter en un temps minimum à certaines situations, notamment dans les situations d'urgence, par exemple. Quel est, à ton sens, le plus dur dans ce métier? Qu'est-ce qui, en termes de facteurs humains, peut faire que c'est un travail qui, effectivement, nous fait voyager à l'autre bout du monde, mais que c'est aussi un métier de technique et que ça peut être un métier compliqué? Alors, au début, c'est un métier compliqué parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On l'acquiert auprès des collègues et on l'acquiert également par l'expérience. Et ça devient, au bout de quelques années, quelque chose d'aisé et de facile. De facile en apparence. En réalité, on est toujours dans l'analyse de l'être humain que l'on a en face de soi pour essayer de comprendre à quel moment il souffre et il n'ose pas nous le dire, à quel moment il a peur et il n'ose pas nous le dire, à quel moment il est en attente et il n'ose pas nous le dire, et à quel moment il ose nous dire des choses qu'il ne pense pas. Donc, on est sans arrêt dans la psychologie, on fait très attention à nos passagers, ne serait-ce que lorsqu'on leur dit bonjour à l'accueil. Dès qu'ils montent dans l'avion, on repère immédiatement physiquement si la personne semble à peu près en état, et on se dit, tiens, si j'ai un souci à bord, je pourrais m'appuyer sur cet homme ou sur cette femme. En contrepartie, on dira, tiens, j'ai tel passager, je regarde à quel endroit il s'assied, et je fais attention parce qu'il semble avoir une difficulté à se mouvoir. Si on a une évacuation à faire, est-ce que ce passager se trouve au proche des issues de secours ou au contraire, est-ce qu'il s'en trouve éloigné? Et à partir de là, on va apporter une assistance un peu particulière. Ça peut être le cas de gens qui voyagent avec des enfants trisomiques, on en a. Ça veut dire qu'on a aussi des enfants qui voyagent seuls et qui sont écartés de leurs parents parce que les parents eux-mêmes sont séparés. Donc, on a des enfants qui sont en souffrance et c'est à nous d'apporter justement cette joie et cet oubli de la peine et que l'enfant va avoir pendant le vol. Et donc, tous ces instants, ce qu'on appelle l'empathie, c'est le propre mot de notre métier. Si on manque d'empathie, on n'est pas fait pour ce métier et très rapidement, on en sera écarté. Le plus dur pour répondre à la question, en fait, c'est en permanence de finir notre vol en se disant « tout le monde a été satisfait de son vol, j'ai réussi mon travail ». Et pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui souhaiteraient embrasser cette carrière, quel serait le portrait type d'une personne qui serait à sa place dans ce métier? Est-ce qu'il y a des qualités humaines particulières qu'il faut déjà avoir avant même de se dire, eh bien tiens, je vais me lancer dans une formation de PNC, puis on abordera un petit peu après les formations possibles. La première des choses, c'est d'abord avoir envie. Avoir envie et de savoir pourquoi on a envie. La deuxième des choses, c'est de parler l'anglais couramment. Si on ne parle pas l'anglais couramment, la sélection est vouée à l'échec. Parce qu'on a affaire à des passagers qui, sur les longs courriers ou moyens courriers, ont besoin de s'exprimer et l'anglais étant la langue internationale, il nous faut le faire. Si on a un souci à bord,
on devra communiquer avec le SAMU qui se trouve au sol. Ça peut être le SAMU de l'entreprise quand on est dans la compagnie Air France, par exemple, qui possède ses propres médecins jour et nuit. Ça peut être pour une petite compagnie aérienne, le SAMU de la ville, et on appelle le contrôle aérien, et le médecin du SAMU va communiquer avec le commandant de bord, qui lui-même va communiquer avec l'hôtesse et le steward. Et en principe, lorsqu'on est à l'international, on ne parle que anglais. Donc, on va transmettre en anglais les difficultés médicales du passager. On va devoir communiquer et donc, il faut qu'il y ait une aisance. Le fait de parler l'anglais couramment quand on commence un métier, c'est de le finir en parlant à peu près correctement. Je dis bien à peu près. Parce qu'on a du mal à entretenir nos langues et le fait d'être au travail, on ne se remet pas souvent derrière l'ordinateur à réétudier l'anglais. Donc, bien le connaître, c'est la première des choses quand on débute dans ce métier. Et puis, la troisième des choses, et non la moindre, l'empathie. Celui qui n'aime pas ses contemporains, celui qui n'a pas envie d'apporter du bonheur à ceux qui vont être dans son avion. Donc, si on n'a pas envie d'apporter du bonheur à ses hôtes, c'est pour ça qu'on est hôtesse de l'air, hôtesse de l'air. On est donc l'hôte des gens que l'on invite à bord, et à ces gens, on va leur apporter du confort. Si on n'a pas cela, c'est pas la peine de commencer le métier. Ça n'exclut pas d'avoir une personnalité. Cette personnalité qui fait qu'on est respecté des passagers qui, eux, ne sont pas respectueux envers nous. Et donc, on a des techniques pour cela. On les apprend, on les a aussi de manière naturelle. Et puis, dès lors qu'on a une autorité naturelle, il y aura une sélection dans la carrière qui va amener les gens à être chef de cabine principal, instructeur, chef de secteur, voire chef du personnel navigant commercial, c'est-à-dire donc patron qui s'occupe du recrutement, de la formation, etc. Ça, c'est après la personnalité de chacun. Alors après avoir balayé tous ces prérequis pour devenir PNC, hôtesse ou steward, quelles sont les formations possibles pour le devenir et puis en quoi aussi consiste la formation? Alors, pour acquérir une formation, c'est simple, il suffit de s'adresser à une école. D'abord, on peut passer la théorie par soi-même si on étudie, on s'inscrit à un examen d'État. Et cet examen d'État, on ne peut le valider en pratique que si on est passé par une école. Parce qu'aujourd'hui, la Direction générale de l'aviation civile demande à ce qu'il y ait une formation standardisée qui soit donnée et qui soit contrôlée par l'État, puisque c'est un examen d'État. Donc, passer par une école, c'est s'adresser à des gens qui ont été stew, hôtesses ou qui le sont encore et qui dispensent des formations, non pas comme eux ils l'entendent, mais comme le standard de formation doit se faire. Donc, on écrit à la DGAC tout ce que l'on va dire, et on écrit quand on va le dire, et on écrit comment on va le dire. Et à partir de là, la DGAC donne un agrément à l'école, et cet agrément, on le découvre sur Internet lorsqu'on va sur le site de la DGAC, il y a la liste des écoles qui existent. Ensuite, bien évidemment, ça a un coût. Ce coût, il faut compter à peu près 3 500 € entre les frais de déplacement, les frais de nourriture, les frais d'hébergement, l'inscription, les ouvrages et la formation. On est, oui, entre 3 500 et 4 000 € grand maximum. Ça veut dire que c'est un coût qui est peut-être élevé, mais en contrepartie qui va nous ouvrir les portes d'une entreprise. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi on veut devenir hôtesse et steward, et il faut savoir dans quelle compagnie aérienne on veut aller. Il y a des PNC qui sont faits. Donc, PNC, c'est personnel navigant commercial. C'est l'équivalent d'hôtesse de l'air ou de steward. Quand on décide de faire cette carrière, le décalage horaire nous pénalise parce qu'on le vit mal. C'est mon cas. C'est pour ça que je n'ai jamais fait de long courrier parce que les décalages horaires, c'est pas mon truc. Par contre, le court courrier, ça me convenait parce qu'il y a une autre manière de faire et les petites compagnies aériennes sont, entre guillemets, c'est normal, par essence même, plus familiales dans leur fonctionnement et dans les relations. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont plus agréables, hein, parce que des fois, dans les familles, on peut se déchirer, mais elles sont plus resserrées que dans une compagnie aérienne où on est 14 000 PNC et avec lesquels, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se rencontrera peut-être jamais. Ce sont des choix qu'il faut analyser. Et donc, tous les choix doivent être faits en fonction non seulement de ce que l'on souhaite, mais de ce qui nous est possible et permis, de ce qui nous est proposé. Et donc, si on postule dans une compagnie aérienne, on doit savoir pourquoi on y postule et on doit savoir également pourquoi on ne postule pas chez les autres. Voilà.
Et puis, la deuxième des choses, c'est de se dire que d'être hôtesse et steward en rentrant dans une école, c'est apprendre non seulement un savoir-faire, mais un savoir-être. Et le savoir-être, c'est ce que l'on verra lorsqu'il y aura une sélection, parce qu'en principe, si on a passé un examen, le savoir-faire, on l'a. Que ce soit pour les pilotes, les hôtesses ou les agents au sol, dès lors qu'on a une connaissance technique, on la mettra en application dans la compagnie aérienne, avec des variantes selon les compagnies aériennes, mais le savoir-être sera à l'identique dans toutes les compagnies aériennes. Et que l'on fasse par exemple du voyage d'affaires, donc dans des compagnies, dans des entreprises qui possèdent des avions, des Falcons et qui emmènent des VIP, enfin des gens qui voyagent là du coup vraiment pour affaires et qui ont besoin de se déplacer, de faire plusieurs pays dans la journée pour aller rencontrer des collaborateurs ou signer des contrats, ce n'est pas du luxe, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Les avions d'affaires sont des outils de travail, sont des vrais outils. Comme disait Saint-Exupéry, l'avion n'est qu'un outil pour les humains. Eh bien là, c'est un outil au service du commerce, au service de l'industrie. Et donc, ce n'est pas un confort que d'avoir un Falcon 50 pour traverser l'Atlantique, c'est simplement dormir dans le Falcon, arriver reposé, négocier, avoir sa secrétaire ou un secrétaire avec lequel on fait un travail, avec des collaborateurs avec lesquels on prépare la réunion, et quand on arrive à New York, on est dans la réunion. Et quand on repart de New York pour revenir en France, eh bien, on fait le débrief, on fait les documents, et on dort. Et on arrive et on repart au bureau en pleine forme. Ce n'est pas forcément avoir une vie très heureuse, mais c'est d'avoir une vie d'homme d'affaires. Hein, rappelez-vous Starmania, j'aurais voulu être un chanteur. Voilà, le blues du businessman. Donc, être steward dans une compagnie aérienne, un avion privé ou une compagnie charter ou une compagnie long courrier ou court courrier, même chose, même mental. Pierre, est-ce qu'il existe des formations de type cadet, comme on les connaît par exemple pour les pilotes, ou même est-ce qu'il y a je pense en particulier à l'armée de l'air aussi, qui a ses propres avions pour transporter ses troupes sur les terrains d'opération? Est-ce que c'est une possibilité pour devenir steward? Alors, c'était le 5e volet. Merci de me tendre la perche. C'était effectivement l'armée de l'air, et l'armée de l'air que tu connais fort bien. Cette entité possède, enfin, est l'entité qui sert au déplacement des troupes, au déplacement parfois des populations, au déplacement également des collaborateurs et au déplacement du gouvernement ou des hommes d'État. Et donc, on sait qu'il y a l'avion présidentiel, qui n'est pas un luxe, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. C'est aussi le moyen de travailler avec des collaborateurs, d'être en lien avec tous les pays du monde, d'être en lien également avec les forces de la défense nationale, d'être en lien avec les moyens économiques de l'État. Et donc, c'est un véritable Élysée volant ou bureau ovale volant, selon qu'on est russe, qu'on est américain, qu'on est français, allemand, etc., eh bien, on reste un pays en déplacement. Et donc, cet outil de travail est opéré par l'armée de l'air avec des Airbus, et il y a dedans des hôtesses et des stewards qu'on appelait des convoyeuses ou des convoyeurs de l'air, et qui ont exactement le même travail que dans le civil. La seule différence, c'est que le fait d'intégrer cette armée de l'air en tant que convoyeur ou convoyeuse, si elle requiert les mêmes nécessités, les mêmes formations et les mêmes connaissances en anglais, ou en autre langue, hein, parce qu'on dit l'anglais, mais il y a aussi l'espagnol, l'italien, l'allemand, le japonais, le chinois, ou l'arabe, et dès lors qu'on a la connaissance de ces langues, plus on en a, plus on est recherché. Ça, faut le savoir. Et lorsqu'on quitte l'armée de l'air pour pouvoir rentrer dans le civil, il faut repasser l'examen d'État. Parce que l'examen qu'il y a dans l'armée de l'air n'est pas reconnu à l'examen d'État. Ça, c'est peut-être ce que les gens de l'armée de l'air peut-être mettront un jour en place, à l'instar des pilotes de l'armée de l'air, de la marine ou de l'aéronautique, de l'armée de terre, qui, par équivalence, peuvent avoir des licences civiles. Voilà. Alors parlons un petit peu aussi du marché de l'emploi. En 2019, peu de temps avant la crise Covid d'ailleurs, on avait pu compter au mois de juin 2019 200 000 avions qui volaient simultanément dans le ciel. Au niveau du marché de l'emploi, est-ce que c'est une filière qui tend à croître au fur et à mesure du temps, ou alors est-ce qu'on a plutôt tendance à moins compter de PNC dans les avions? Alors, la tendance industrielle est à limiter le nombre de pilotes à bord des avions, voire même à ne mettre plus qu'un pilote et, si possible, à se passer de pilote.
Alors, psychologiquement, je ne suis pas persuadé que le public, les passagers, les clients soient prêts à monter dans un avion comme on monte dans un Val qui aujourd'hui n'a plus de chauffeur. Lorsqu'on a des crises cardiaques, des épistaxies, des gens qui saignent du nez, lorsqu'on a des peurs ou des petites frayeurs, ou lorsqu'on n'est pas bien parce qu'on a le mal de l'air, si on n'a pas un humain qui a été formé pour pouvoir pallier à cela et vous épauler dans cette situation, eh bien, si on n'a pas de steward et d'hôtesse, je pense que ça va devenir beaucoup trop compliqué. Donc, le métier d'hôtesse et de steward sera toujours maintenu. Je crois qu'on ne pourra jamais l'enlever. Vous me parliez tout à l'heure et vous m'avez posé la question de savoir s'il existait des formations ab initio. Pour le compte d'une compagnie aérienne qui s'appelle Chalair, qui fait du vol intérieur, j'ai eu la charge de créer le secteur PNC et dans cette construction, je me suis appuyé sur le Pôle emploi pour aller chercher des gens qui parlaient l'anglais, qui habitaient en province, parce qu'on avait besoin d'exploiter des avions au départ de la province. Et ces personnes étaient caissières, travaillaient dans l'horticulture, dans un tas de choses. Et ces personnes, on est allé les chercher parce qu'on a reconnu en elles des capacités et des aptitudes à faire hôtesse de l'air et steward. Elles n'avaient pas un âge jeune, puisqu'on avait du 30, 40 ans, ce qui n'est pas vieux. Hein. Moi, je suis bien placé pour dire que ce n'est pas vieux d'avoir 40 ans, surtout à mon âge. Mais ces personnes-là ont passé l'examen d'État parce qu'ils ont été pris en charge par un organisme d'État qui permet, lorsqu'on est au chômage, d'être épaulé dans sa formation. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des pôles emploi, notamment des services aéronautiques. Et des compagnies aériennes ont fait comme j'ai fait. Et aujourd'hui, ces gens sont en exploitation en compagnie aérienne, pas tous, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont été sélectionnés qu'ils sont allés au bout. Et ce n'est pas parce qu'ils sont allés au bout qu'on a continué à travailler avec eux. Voilà, il y a une sélection qui est permanente et qui fait que si des gens nous cachent des aspects psychologiques de leur personnalité, dès lors que ces aspects apparaissent, eh bien forcément l'entreprise s'en dégage, donc leur demande de quitter. Ce qui veut dire que la sélection, elle dure beaucoup plus longtemps que le simple fait de se présenter devant un sélectionneur, et ça peut durer 1 an, 2 ans, y compris même lorsqu'on est titulaire. Pierre, on arrive bientôt à la fin de cet entretien sur le métier d'hôtesse de l'air et de steward, métier passionnant comme on peut le découvrir avec toi. Tu as été une dizaine d'années steward chez Brit Air en particulier. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner ici une tranche de vie en nous racontant le meilleur moment que tu as pu vivre en ligne et puis aussi le pire, parce que je pense que dans une carrière, il y a aussi le meilleur et le pire. Alors, il n'y a jamais de pire. Il n'y a jamais de pire. Le pire, c'est lorsque les choses se terminent mal. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident où ça s'est mal terminé pour les passagers ou les hôtesses. Et on a eu cette chance parce qu'aussi, il y avait un grand professionnalisme. On avait une direction générale avec Xavier Leclerc, avec Jacques Pellerin et puis Jacques Angelbert. Et on avait 3 personnes qui étaient vraiment à la tête et qui menaient ça de main de maître. Vraiment. C'est pas parce qu'aujourd'hui la compagnie a disparu qu'il faut oublier ce qu'on a été. Il y a eu des mauvais moments, il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu des moments où là on peut se dire que grâce à ce trio, l'entreprise est passée de 20 personnes à 1200 personnes. C'est quand même pas anodin. Bref, le métier de PNC, j'ai été aussi en responsabilité du personnel. Donc ça, c'était un aspect qui a été, on va dire, à contrario de ce qu'on attend, puisqu'on attend d'être en vol et quand on est en responsabilité, on est plus souvent au bureau que l'on est dans les avions. Donc, il y a cet aspect qui est à prendre en compte. C'est peut-être le côté où j'aurais préféré effectivement être plus souvent dans les avions que d'être dans les bureaux. Et puis, des moments de bonheur. Quand à un enfant, vous tendez le verre et que cet enfant prend le verre et qu'il ne vous dit pas merci. Alors vous tenez le verre, lui aussi, il vous regarde avec des yeux en se disant « mais qu'est-ce qu'il veut ce type-là » Et là, vous lui dites « mais tu ne connais pas le mot magique ?» Et le gamin vous regarde et des yeux candides, il vous dit « abracadabra ». Alors là, c'est le moment où on éclate de rire et tous les passagers autour éclatent de rire. Ce sont des moments bonheur. Ce sont des gens également qui, je me souviens
de 2 passagères qui cherchaient à connaître mon prénom et qui m'appelaient régulièrement quand je passais en disant André, Julien, Robert. Et puis à un moment donné, ils sont tombés sur Pierre. Inconsciemment, on retourne la tête et là, elles se sont rendues compte que je m'appelais Pierre. Et elles se sont mis à chanter au clair de la lune, mon ami Pierrot. Sauf qu'elles n'étaient pas toutes seules, il y avait toute la chorale de Montpellier qui était à bord et ils se sont mis à chanter en canon au clair de la lune. Et à telle enseigne, c'est que les pilotes ont dit Pierre, ouvre la porte, on a envie d'entendre tellement c'est beau. Voilà, ce sont des moments magiques. Et puis il y a eu d'autres moments où ça s'est très bien terminé. Dans une compagnie aérienne qui s'appelait TAT, Touraine Air Transport, c'était à Rodez et le train d'atterrissage n'a pas voulu sortir et on s'est posé sur le ventre de nuit à Rodez. Dans l'avion, les gens étaient très bien préparés, ça a été fait, on va dire, d'une manière professionnelle, mais en même temps décontractée, où là, les gens se rendaient compte qu'on allait user le fond de culotte de l'avion, mais que ce n'était pas dramatique, que c'était coûteux pour l'entreprise parce qu'il fallait relever l'avion et puis après, les chaudronniers devaient travailler sur la tôle en dessous pour redresser tout ça, mais qu'on allait vers quelque chose, bon, bah oui, qui n'était pas normal, mais qui n'était pas non plus dangereux. Et lorsque j'ai ouvert la porte avant de l'avion, après s'être posé, là, on devient très fort. Là, on crie aux passagers « Assis, détachez votre ceinture, restez assis !» On passe à travers la cabine, on ouvre l'issue de secours à l'avant pour dégager les passagers. Et là, on voit une multitude de gens. Et cette multitude de gens, c'était des gens qui étaient dans l'aérogare, qui ont vu des étincelles et qui se sont dit « Ma famille, mes amis, mes voisins qui sont dans l'avion, eh bien, ils sont en train de mourir. Ils ont cassé les vitres de l'aérogare pour venir sur la piste. » Voilà. Vous voyez, donc la panique, ce n'est pas forcément dans l'avion, c'est aussi à l'extérieur. Voilà. Ce sont des moments forts et puis des moments également de convoyage d'avion. Ce sont des moments également de survol en Afrique pour faire les Paris-Dakar. On emmène des journalistes, on emmène des mécaniciens, on emmène des sponsors et on est 40 dans un avion dans des conditions de vie qui sont totalement précaires. Et on a organisé avant la logistique aérienne et on a préparé tout ce qui était sécurité, sauvetage, secours dans les zones désertiques à bord des avions qui nous ont été confiés. Ça a été mon rôle. Et puis à partir de là, on fait un périple, on revient riche d'images, de gens, de rencontres, voilà, et puis d'aventures. Et on rencontre des gens qui aujourd'hui ne sont plus, tels Claude Brasseur, voilà, tout un tas de gens avec qui après on sympathise. Ça aussi, dans le métier de steward et d'hôtesse, on rencontre un nombre de célébrités incroyables. D'abord parce que ces gens-là sont des humains qui voyagent comme les autres. Donc, on a aussi bien des personnes qui voyagent d'une manière unique dans leur vie, et puis d'autres qui sont des passagers réguliers. Et juste un petit détail, puisqu'on est dans les anecdotes, un passager de Rennes-Lyon, qui était un passager régulier, il faisait 4 fois par semaine l'aller-retour, et on était devenus presque copains, on se tutoyait. Et il me dit à un moment donné, tu as fait tes études où? Je lui dis à telle école. Il me dit ah bon, quelle année? Je lui dis donne l'année. Il me dit non. Il me dit moi j'étais dans l'école aussi. En fait, on s'est rendu compte qu'on était dans la même classe en maternelle. Très drôle. Voilà. Donc vous voyez, on a aussi des rencontres qui peuvent être très sympathiques. C'est un monde ouvert à tous, à toutes. Il faut simplement avoir envie. Il faut aussi avoir une bonne résistance physique, une bonne résistance intellectuelle et morale. Et avec cela, de l'enthousiasme. Dès lors qu'on a de l'enthousiasme, c'est valable aussi pour tous les métiers, forcément, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Merci beaucoup Pierre, ce sera donc le mot de la fin, avoir envie en tout cas, c'est le cas pour toutes ces belles carrières de l'aéronautique que l'on vous fait découvrir avec la fête de l'aviation. Demain également de nouvelles carrières, notamment avec Elodie qui vous présentera quelque chose sur les métiers de la maintenance aéronautique. Pierre, on te reverra aussi demain avec, sur une question de transport aérien avec Alain Battisti, le patron donc, de Chalair Aviation. Et puis, eh bien, si vous souhaitez également nous suivre demain, ce sera à l'aube, pas trop tôt, dès 10 h. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. À bientôt, Pierre. À bientôt, Jean-François. Un grand merci à toi. Et merci à toi qui est un passionné d'avion, qui est un professionnel de l'aviation et qui sait bien aussi en parler.